Bonjour à toutes et à tous. Emmanuel Hirsch nous invite à analyser le phénomène Alzheimer comme le lieu de vulnérabilité au pluriel et de vulnérabilité partagée. Par conséquent, plutôt que vous parler des dispositifs d'anticipation, je voudrais vous dire comment je comprends cette expression et notamment l'adjectif partagé. Pour moi, le phénomène Alzheimer, ce sont d'abord des vulnérabilités cumulées et parfois insoupçonnées parce qu'elles se situent à des niveaux où je ne me serais pas spontanément attendu à les trouver. Quand on parle de vulnérabilité dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, on pense bien entendu d'abord à celle des personnes malades, et tout particulièrement à leur vulnérabilité à la négligence, à la maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique, financière. Mais en travaillant avec des théoriciens et des praticiens du droit, des juges, des mandataires judiciaires, des avocats, des notaires, j'ai aussi découvert une autre vulnérabilité, celle de notre droit, de nos usages du droit, notre impréparation à prendre en compte la situation de personnes qui, sans faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ne sont parfois plus à même de prendre seules les décisions qui les concernent. Or, ces personnes peuvent être amenées à signer des contrats, des procurations, à donner leur consentement, à faire un testament ou une donation. Comment apprécier si elles ont la capacité de réaliser ces actes? Comment s'assurer qu'elles ne font pas l'objet de manipulation ou de pression? Le droit français ne donne à l'heure actuelle que peu de réponses à ces questions. Les travaux menés par le CNBD, et tout particulièrement par Anne Caron-Déglise et David Causse, ont permis de progresser sur ces questions, et nous-mêmes, à la Fondation, nous avons mené un travail de sensibilisation des notaires en partenariat avec le Conseil supérieur du notariat. Mais il reste beaucoup à faire, et la veille internationale que nous menons sur le sujet nous permet de constater que tous les pays européens sont actuellement confrontés aux mêmes problèmes. Comment ajuster le droit à la situation des personnes dont les capacités de décision sont fragilisées? Comment respecter leurs droits sans pour autant faire preuve de négligence? Comment protéger leurs intérêts sans porter abusivement atteinte à leur liberté? La deuxième vulnérabilité à laquelle je ne m'attendais pas est une vulnérabilité éthique. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'éthique du soin, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, en consultation mémoire, en accueil de jour, en moyen séjour, en maison de retraite. J'ai vu combien accompagner un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée pouvait être éprouvant. J'ai compris à quel point la tâche des professionnels pouvait être difficile, mais j'ai aussi découvert que les proches et les professionnels doivent faire face à d'authentiques dilemmes moraux, qu'ils sont confrontés à de véritables cas de conscience, et que ces dilemmes sont très différents de ceux qu'on rencontre habituellement en éthique médicale ou en bioéthique. Pour y apporter des réponses, il faut proposer quelque chose d'entièrement nouveau. Inventer une éthique du soin, c'est ce à quoi se sont courageusement attelés Emmanuel Hirsch et Catherine Olivet et toutes les personnes qui, comme moi, ont eu la chance d'être associées toutes ces années à leurs travaux. Courageusement, car il a fallu, pierre après pierre, non seulement élaborer des notions, des repères, mais aussi rendre accessible et transmettre cette culture éthique. La brochure d'Alzheimer Europe, que vous trouvez à l'accueil, participe du même objectif. Non pas enseigner l'éthique d'en haut, mais développer la compétence éthique des professionnels du soin et de l'accompagnement. La troisième vulnérabilité, que je ne soupçonnais pas, est de nature épistémologique. L'épistémologie, c'est, pour paraphraser Gaston Bachelard, la philosophie de l'esprit scientifique. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la maladie d'Alzheimer, je voulais comprendre comment cette maladie avait été découverte et comment, pour reprendre les mots de Françoise Héritier, Alzheimer est un nom propre qui a réussi, il est devenu un nom commun. Je me suis alors aperçu qu'il n'y avait pas une, mais trois manières d'envisager les syndromes démentiels, sous le prisme du vieillissement, sous le prisme de la maladie et sous celui du handicap, notamment du handicap cognitif. Selon les époques, c'est un prisme qui prédomine. Avant les années 1980, c'était clairement le prisme du vieillissement qui prédominait. Depuis le début des années 2000, le prisme de la maladie a tendance à triompher.
même si à l'heure actuelle, le prisme du handicap cognitif démontre petit à petit sa pertinence. Malgré tout, le prisme de la maladie est encore prédominant, notamment lorsqu'on parle de diagnostic avant de parler de repérage, lorsqu'on dit qu'on va vaincre la maladie d'Alzheimer comme on a vaincu la poliomyélite ou la tuberculose. Or, étant donné ce que nous savons aujourd'hui des syndromes démentiels, il me semble qu'on ne peut plus voir le phénomène Alzheimer sous un prisme unique. Il faut le voir à la fois sous le prisme de la maladie, du vieillissement, du handicap. J'y reviendrai. Mais vous comprenez pourquoi je parle ici de vulnérabilité épistémologique. Nous avons des cadres de pensée pour appréhender les maladies, les handicaps, le vieillissement, mais nous n'avons pas, ou pas encore, de cadres de pensée qui permettent de sortir des sentiers battus et d'appréhender le phénomène Alzheimer de manière véritablement globale et intégrée. C'est une vulnérabilité importante, car à mon sens, elle nous empêche de penser et même parfois de nommer adéquatement notre objet et notre cause. Mais Alzheimer, ce ne sont pas seulement des vulnérabilités cumulées, ce devrait aussi être des vulnérabilités assumées et surmontées ensemble. De mon point de vue, la première chose à souligner, c'est que même si les traitements qui ciblent une maladie spécifique continuent de se faire attendre, nous avons pour la première fois depuis de nombreuses années 2 raisons d'espérer. D'abord, un événement majeur est en train d'être observé, à savoir la baisse de la prévalence des syndromes démentiels. Bruno Anglès-Doriac y a fait allusion tout à l'heure. Des études épidémiologiques menées dans plusieurs pays, dont la France, montrent que les personnes qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite ont un risque statistique beaucoup plus faible, en tout cas bien plus faible, de développer des troubles cognitifs invalidants que les personnes qui avaient le même âge dans les années 80 ou 90. Dans une étude britannique, quand on dénombre les personnes aujourd'hui atteintes d'un syndrome démentiel, on en trouve 40 000 de moins que prévu. Nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit là de proportions. En valeur absolue, comme le nombre de personnes âgées est plus important aujourd'hui qu'il y a 30 ans, le nombre de personnes ayant un syndrome démentiel continue d'augmenter. Pour autant, il me semble que nous aurions vraiment tort de minimiser l'importance de ce phénomène, qui, comme le dit Philippe Amouyel, est une tendance lourde. Deuxième bonne nouvelle, jusqu'à une époque récente, on considérait les interventions, les traitements non médicamenteux, comme une sorte de pis-aller compassionnel dans l'attente de traitements plus efficaces. Mais les efforts qui ont été menés ces 10 dernières années pour en évaluer rigoureusement l'impact commencent à porter leurs fruits. On sait aujourd'hui que pour être efficaces, ces interventions doivent être multidimensionnelles, individualisées, proposées au bon moment, viser à la fois la personne et son proche aidant, et tenir compte de ce qui leur importe. Si elles remplissent ces conditions, certaines interventions, réhabilitation cognitive, musicothérapie, ergothérapie, aménagement de l'environnement, peuvent, sans créer d'effets secondaires, avoir un impact tout à fait significatif sur la qualité de vie, sur l'estime de soi, atténuer les troubles de l'humeur et du comportement, et même pour certaines, c'est Jean-François Dartic qui le dit, retarder de plusieurs mois l'entrée dans la grande dépendance et l'entrée dans un établissement d'hébergement. Mais si nous avons aujourd'hui plus qu'hier des raisons d'être raisonnablement optimistes, il nous faut dans le même temps tenir un discours de vérité, ne pas faire de fausses promesses et dire clairement que contrairement à ce que certains affirment, il est malheureusement très improbable que demain ou même après-demain, il puisse exister un monde sans Alzheimer, si l'on entend par là un monde où il n'y aurait plus de syndrome démentiel. Le rapport de la commission neurologie du Lancet paru il y a quelques mois le montre clairement. L'âge moyen de survenue des syndromes démentiels se situe aux alentours de 80 ans. Or, après 80 ans, les syndromes démentiels résultent de facteurs multiples, rien qu'au plan cérébral. Ils sont liés non pas à une maladie, le plus souvent, mais à la conjonction de processus dégénératifs, vasculaires et au vieillissement physiologique du cerveau.
En d'autres termes, même si on trouvait demain un traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer, outre qu'il sera très cher et qu'il aura très probablement beaucoup d'effets secondaires, on ne fera pas pour autant disparaître le phénomène Alzheimer, c'est-à-dire les syndromes démentiels. Par conséquent, nous devons déployer tous les efforts possibles afin de développer des stratégies de prévention, des approches curatives et des interventions psychosociales plus efficaces, plus efficientes, mais nous devons aussi dans le même temps apprendre à vivre avec le phénomène Alzheimer, avec les handicaps cognitifs qui surviennent au cours du vieillissement, adapter la société au vieillissement cognitif et faire en sorte que ces handicaps cognitifs qui surviennent avec l'avancée en âge soient véritablement pris en compte par la société. C'est la raison pour laquelle, à la Fondation, nous avons créé un réseau de recherche pluridisciplinaire que nous avons baptisé Social Sciences for Dementia, qui réunit à la fois des chercheurs académiques et des professionnels de terrain, issus de disciplines et de métiers extrêmement variés, allant des professions de santé au droit et à l'économie, en passant par l'ergothérapie, l'architecture ou les technologies. Ce que nous montre la dernière journée de ce réseau qui s'est tenue la semaine dernière, c'est qu'il n'est pas vrai, ou plus vrai, que les chercheurs en sciences humaines sont peu nombreux à s'intéresser au phénomène Alzheimer, peu mobilisés sur le sujet, sans méthode, sans projet. Nous constatons au contraire qu'une véritable communauté de recherche et d'innovation sociale est en train de se constituer, que chercheurs, professionnels et opérateurs sont mobilisés, prêts à travailler ensemble, au-delà des frontières disciplinaires et des corporatismes, et qu'un agenda pour la recherche et l'innovation sociale sur le vieillissement cognitif est en train de se dessiner. J'ai essayé de vous convaincre que dans le monde Alzheimer, il y a des vulnérabilités partout, y compris là où on ne les soupçonne pas, et que même si nous sommes tous vulnérables par rapport au phénomène Alzheimer, nous pouvons, à condition d'unir nos efforts, ne pas en rester au constat ou à la déploration de ces vulnérabilités, mais essayer de les assumer, voire de les surmonter. En conclusion, je voudrais dire très fortement qu'assumer ensemble, que partager ces vulnérabilités implique de commencer par se tourner d'abord vers les premiers concernés, à savoir les citoyens en situation de handicap cognitif eux-mêmes. Car à condition de créer les conditions et l'environnement propice, ces personnes peuvent non seulement nous livrer un témoignage sur leurs besoins et leur vécu, mais aussi nous donner leur avis, leur point de vue, nous faire part de leurs attentes, de leurs souhaits, de leurs désirs. Pour cela, avec l'aide de Jean-Luc Noël, ici présent, qui a mis tout son savoir-faire et toute sa compétence au service de ce projet, nous avons pendant plusieurs mois réuni un groupe d'expression d'une dizaine de personnes dans un accueil de jour parisien. Les enseignements que nous tirons de ce groupe sont pour nous extrêmement précieux. Les participants nous ont dit des choses très fortes sur leurs attentes vis-à-vis de la société, en termes d'accessibilité, en termes de tolérance vis-à-vis des troubles de mémoire, sur les raisons pour lesquelles ils redoutent d'entrer en maison de retraite, même s'ils l'envisagent, mais surtout ils nous ont dit que s'ils ne manqueraient pour rien au monde une journée à l'accueil de jour Mémoire Plus d'Isatis, c'est parce qu'ils y ont noué de véritables amitiés. Ils nous ont dit enfin qu'ils sont obligés de tenir la peur à distance, mais en même temps qu'ils voudraient savoir où en est la recherche sur la maladie d'Alzheimer, que leur temps, ce n'est pas l'époque de leur jeunesse, que c'est ici et maintenant. Et je vais conclure par cette citation, parce qu'elle résume tout ce que j'ai essayé de vous dire. Ils nous ont dit, 2 points, la vieillesse, c'est quand on ne pense plus à rien. Tant qu'on pense à quelque chose, on n'est pas vieux. Je vous remercie.